messieurs, bonsoir. Top Chrono est un rendez-vous d'information 2 fois par mois sur les antennes de Infomédia 27 TV. Nous avons le plaisir d'être reçus pour ce numéro 1, l'honorable député Abdoulaye Ndiaye, un ancien parlementaire sénégalais. Bonsoir. Bonsoir. Honorable Abdoulaye Ndiaye de façon ramassée. Qui est Abdoulaye Ndiaye de façon ramassée? Abdoulaye Ndiaye, c'est un citoyen sénégalais, citoyen du monde, qui est un professionnel des sciences de l'éducation et des sciences sociales, et qui a eu un parcours dans la société civile, un parcours assez riche, parce que j'ai fait le mouvement associatif, notamment les groupes organisés de quartier, mais également j'ai pratiqué les ONG. Et ceci m'a permis quand même d'acquérir de sérieuses connaissances dans divers secteurs de la vie nationale et même au plan international. Ensuite, je suis entré en politique et je suis devenu député du Sénégal au niveau de la 12e législature. Et en même temps également, j'étais promu comme chef de la délégation du Sénégal au niveau du Parlement panafricain, dont le siège se trouve à Johannesburg et qui regroupe l'ensemble des 54 pays africains. Très bien. Alors, vous êtes un ancien parlementaire avec une connaissance, et notamment, nous allons parler avec vous, avec la décision du Conseil constitutionnel sur la loi interprétative. Comment vous l'analysez? Oui, dès que le processus a été déclenché par l'honorable député Amadou Ba de la majorité passée, je me suis dit que les gens étaient dans une situation qui pourrait quand même à gros risque, disons. Parce que ce qu'ils appelaient une loi interprétative, elle était loin d'être cela. Pour la seule et simple raison qu'une loi interprétative est faite pour éclairer une situation. Je m'explique. Par rapport maintenant, si par exemple au niveau de la loi, les juges interprètent une loi diversement, le juge peut demander au service, à l'institution compétente, c'est-à-dire à l'institution parlementaire, de légiférer par rapport, dans le but d'éclairer une fois pour toutes la lanterne de qui de droit. Et par exemple, si on prend le cas de la parité au Sénégal, nous tous savons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un vieux débat. D'aucuns disent que c'est à partir du président, c'est-à-dire que si le président est un homme, nécessairement le vice-président doit être une dame. D'autres disent que non, c'est à partir des vice-présidents. Donc ça, cela méritait une loi interprétative. C'est ça. Par rapport, maintenant, ce que le passé nous a proposé, c'était plutôt une loi modificative. D'autant plus que les éléments qui sont visés ont été déjà pris en compte dans la loi d'amnistie. Parce que le président Macky Sall, lorsqu'il prenait cette initiative, qui entre dans le cadre d'une pacification de l'espace public, c'était tout juste quand même il avait déjà pris en compte les différentes conventions signées par le Sénégal. Donc, les cas de torture et autres crimes étaient déjà intégrés sans pour autant quand même de définir comme ça. Mais malheureusement, c'est de l'autre camp, ils avaient une fausse interprétation de la loi et ils sont demain quand ils ont créé des plages inutiles et le résultat aujourd'hui, il est là du moins. Le Conseil constitutionnel a tout bonnement rejeté cette loi parce qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. Alors, quand vous dites que c'est une loi à gros risque, en réalité, qu'est-ce qui était visé? Ce qui était visé, c'était en fait de la partisanerie. Ils voulaient tout simplement protéger leurs camarades et faire face à ceux qui, dans un passé récent, étaient leurs farouches adversaires. Et tout le monde sait qu'à travers leurs déclarations, même à travers les médias nouveaux, ce que nous appelons les réseaux sociaux, ils ne cessaient pas de dire que oui,
l'Alliance pour la République doit être dissoute parce qu'il a été à un moment donné constaté que des nervis quittaient le parti pour revenir ensuite, après leur forfait, revenir. D'autres également avaient visé des hauts gradés de l'armée, des hauts gradés de la gendarmerie, de la police. Donc, mais aujourd'hui, Dieu merci, cette loi n'est pas passée. Maintenant, attendons de voir ce qui va venir. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer avec cette nouvelle situation? Maintenant, si on ne prend pas garde et qu'on ne prenne pas nos responsabilités, nous allons assister à des situations inédites dans ce pays. C'est que tout le monde peut se lever, chacun peut se lever et dire que telle ou telle personne m'a torturé, m'a fait ça et porter plainte. Imaginez-vous que maintenant que ça soit le cas, vous pouvez vous imaginer ce que peut, comment la situation, comment le pays va vivre tout ça. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver des alternatives, c'est de trouver d'autres plages qui puissent permettre un renforcement de la stabilité sociale, un renforcement de la cohésion sociale. D'autant plus que ils ont envisagé d'organiser un dialogue. Et qui dit dialogue, il faudrait pacifier d'abord. Parce que pour faire venir les différentes composantes de la société, notamment au niveau des chapelles politiques, il faudrait nécessairement que ces gens-là soient dans les conditions qui puissent les permettre de venir la conscience tranquille. Mais vous ne pouvez pas, à longueur de journée, malmener des gens, leur créer des problèmes, certains vous les mettez en prison, et revenir pour dire que oui, je vous tends la main, venez, on va discuter de quoi. Justement, vous parlez du dialogue national qui est prévu le 28 mai prochain. Il y a le docteur Sergueï qui est choisi comme facilitateur. Est-ce un bon choix selon vous? Oui, Cheikh, je le connais personnellement. Il est de Grand Yoff. Nous avons pratiqué le mouvement sportif ensemble. Nous avons habité dans un même quartier. Je le connais personnellement. C'est un gars qui est très correct, très sérieux et qui est travailleur. Je crois que, et puis aussi, c'est un condisciple mouride et qui vit les valeurs. Je crois que l'espoir est permis avec lui, pourvu qu'on le laisse travailler. Mais est-ce que le dialogue serait possible justement avec ces nombreuses arrestations-là? Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, le pessimisme est de mise. Parce que partout dans les déclarations, les disent qu'on ne peut pas aller dialoguer alors qu'on passe tout le temps à nous mener la vie dure. Je crois qu'il faudrait que les gens aient raison gardée, qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, que des plages soient trouvées pour quand même recoller les morceaux et aller vers le pardon national. Mais pourquoi la tension est toujours là entre acteurs politiques? Quel est le réel? Non, je crois que le régime actuel avait une très belle carte à jouer, mais elle est passée complètement à côté. Parce que quand vous êtes des jeunes et vous arrivez à cet âge au pouvoir, vous n'êtes pas doté d'une expérience certaine dans la gestion de l'État. La première chose qu'il devait faire, c'est de favoriser la cohésion sociale, qu'il y ait un pardon national. Le pardon national n'exclut pas la réduction des comptes. Il faut faire la part des choses. Mais quand même, il suffisait que le président intervienne à travers les médias, qu'il dise que nous sommes des jeunes. Nous voulons ce développement de ce pays. Et nous savons que partout, dans toutes les chapelles politiques, dans toutes les organisations de la société, il y a de très bons profils qui peuvent nous apporter énormément de choses et qui peuvent participer au développement de ce pays. En commençant par l'ancien président. Je crois que l'ancien président pouvait être un excellent allié pour eux. Et aussi, d'autres, on discute des questions. Cela ne veut pas dire entrer dans un gouvernement. Mais quand même qu'autour de l'essence, autour des questions de première importance, qu'il y ait quand même, comment dire, une union sacrée. Je crois qu'on peut travailler dans la diversité de nos opinions. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'ils sont dans une logique de confrontation. Et cette logique de confrontation ne participe pas à un apaisement du climat social. Justement, vous avez parlé de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Al-Tine même l'a proposé pour une discussion que le président actuel puisse discuter avec Macky Sall. Mais est-ce possible? C'est une excellente chose si les gens arrivent à réussir cela.
Et pour cela, il faut qu'il y ait de l'humilité. Il faudrait que les actuels tenants du pouvoir reviennent à de meilleurs sentiments. Parce que le fait d'isoler Macky Sall, qui perd, c'est eux qui perdent. Parce que tous ceux qui sont proches de Macky Sall, ou bien qui partagent la même vision que lui, mais vont se démarquer de tout ce qu'ils font. Hein? Et vous savez qu'aujourd'hui, l'opposition est en train de s'organiser, mais il y a des gens qui ne sont pas intéressés par la politique, mais qui sont très regardants dans la manière dont le pays est tenu. Et aujourd'hui, faites le tour de l'ensemble des quartiers, allez vers les populations, vous vous rendrez compte qu'ils restent sur leur faim. Ils sont très déçus. Parce que le chemin qu'ils sont en train de pratiquer, ce n'est pas un bon chemin. Il faudrait qu'ils s'arrêtent, qu'ils comprennent que 5 ans, c'est comme 30 jours. Déjà, on a dépassé la première année et rien n'a encore été fait. D'abord, et je crois que le premier chantier de ce pays-là, pour aller vers le développement, c'est d'abord repenser les pratiques quotidiennes de vie, notamment en termes de valeurs endogènes. Aujourd'hui, la jalousie, la méchanceté, les crocs en jambes, la désinformation, la mésinformation sont au rendez-vous dans nos pratiques. Maintenant, même au niveau de nos familles, les gens ne discutent plus. C'est la guerre. On ne comprend pas. Dans la rue, les gens sont tendus, les nerfs sont tendus du moins. Et pour un rien, bon, c'est la bagarre, ce sont des insultes. On ne comprend plus rien. Maintenant, quand on est devant une situation comme ça, je crois que la meilleure chose c'est de s'arrêter. C'est de s'arrêter. Partout, regardez ce qui se passe au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Mais les gens sont en train quand même de réussir des choses énormes. Au moment où nous sommes dans une logique de vengeance, de confrontation. Matin et soir au Sénégal, on ne parle que de politique maintenant. C'est très rare de voir un plateau où on parle de développement. Donc, si on est arrivé à cet instant, regardez maintenant la place qu'occupent les chroniqueurs. Et souvent des gens qui ne connaissent rien de l'économie, qui ne connaissent rien des sciences sociales, des sciences d'éducation ou bien de l'agriculture. En fait, en termes de réflexion, en termes d'analyse, mais ce sont ces gens-là qu'on écoute aujourd'hui. Donc, où va le pays avec? Alors, personnellement, vous avez pris du recul. Alors, vous préparez quelque chose? Oui, prendre du recul, c'était tout à fait normal. Après la débâcle de 2024, bon, il fallait quand même donner du temps au temps pour voir concrètement qu'est-ce qu'il y allait de faire. Est-ce que nous allons tourner la page politique pour nous inscrire dans d'autres schémas, ou bien nous allons peut-être repenser la manière de pratiquer, ou bien nous allons continuer à faire ce que nous faisions. Donc il y avait 3 hypothèses, et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de reprendre l'activité mollement, mais sûrement, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on ne peut plus faire la politique comme on le faisait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, les données ont changé, les mentalités ont changé, donc il faut s'adapter aux réalités changeantes. Et je crois que maintenant, il y a des choses qui sont devant nous. D'abord, si au niveau du parti, les gens sont en train de réfléchir par rapport à son réorganisation, sa réorganisation du moins, les gens sont en train de réfléchir par rapport au mécanisme, au nouveau mécanisme de fonctionnement et tout ça. Cela mérite il faut du temps pour ça. Mais en ce qui nous concerne également, nous, avec notre passage auprès des organisations non gouvernementales, nous avions acquis quand même des connaissances en termes de méthodologie et d'organisation. Ce qui fait que nous avons souvent une lecture qui est assez différente avec celle que beaucoup d'acteurs politiques ont tendance à faire. En tout cas, pour le moment, on donne du temps au temps. On verra si, avec les juges qui se présentent devant nous, qu'est-ce que nous allons faire. Ça, je crois que dans un proche avenir, nous pourrons nous prononcer sur cette question-là. En tout cas, nous, on se considère, moi je me considère comme étant un développeur.
tout ce qui participe au développement, je suis preneur. Et donc, les portes sont grandement ouvertes. Très bien. Votre dernier message, honorable? Je vous remercie. Je vous suis pour la pertinence des sujets que vous analysez souvent et qui, quand même, qui nous apportent énormément de choses. Ensuite, je prie pour le pays, que la paix soit, la paix soit durable, que les gens reviennent à de meilleurs sentiments, que tout le monde sache que ce pays nous appartient et chacun de nous a un devoir, Avant de penser à nos droits, pensons d'abord à nos devoirs. Parce que des devoirs qui seraient plus faciles de pouvoir quand même disposer, pour pouvoir voir ces droits être entre ses mains en termes de réalisation, bien entendu. Un grand merci à l'honorable député Abdoulaye Ndiaye, un ancien parlementaire sénégalais. L'un de mes meilleurs à vous. Merci.